Le faux en écriture est une infraction dont l'auteur, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, dissimule la réalité d'une manière déterminée par la loi, dans un écrit protégé par la loi. L'altération de la vérité est l'élément caractéristique du faux. Cette altération peut consister en la falsification d'un écrit vrai ou en la fabrication d'un acte faux. Dans la pratique, on distingue deux formes d'altération de la vérité: le faux matériel et le faux intellectuel. Dans le faux matériel, l'altération porte sur l'écrit lui-même. L'auteur modifie les signes graphiques, que ce soit par grattage, surcharge, juxtaposition, effacement ou imitation de la signature d'une autre personne. Typiquement, c'est le cas de l'auteur qui rajoute des mentions sur un acte pour obtenir un bénéfice illégal. Dans le faux intellectuel, l'écrit reste inchangé, mais le faussaire y relate des actes ou des faits contraires à la réalité. Ce sont les affirmations, les déclarations ou les constatations contenues dans l'acte qui sont mensongères. C'est notamment le cas lorsqu'une personne modifie les chiffres inscrits dans la comptabilité. Plus généralement, le faux intellectuel peut prendre la forme d'une omission lorsque l'auteur n'indique pas certaines mentions qui doivent figurer dans l'acte ou d'un acte positif lorsqu'il indique des mentions contraires à la vérité. Le Code pénal énumère les modes d'altération de la vérité qui sont constitutifs de faux en écriture. Un mode d'altération très courant est la fausse signature, qui consiste en l'imitation ou la contrefaçon de la signature d'une personne, réelle ou non, afin de faire croire au destinataire qu'elle émane de cette personne. Concrètement, il y a fausse signature chaque fois qu'une personne appose sa signature avec un nom ou une signature qui n'est pas la sienne. Un autre mode est la contrefaçon et l'altération d'écriture ou de signature. Il s'agit de la modification par surcharge, juxtaposition, grattage ou effacement d'un acte écrit. En ce sens, le changement de la photographie sur un document est considéré comme un faux. La supposition de personne est une hypothèse réservée aux fonctionnaires ou officiers publics qui indique dans un écrit la présence d'un individu qui n'a pas comparu à l'acte ou qui mentionne une autre personne que celle qui a comparu. Le Code civil vise ensuite la fabrication ou l'insertion de conventions, dispositions, obligations ou décharges dans un écrit. C'est notamment le cas de celui qui insère une clause entre la lecture de l'acte et sa signature à l'insu de l'autre partie. Enfin, constitue un mode d'altération l'addition ou l'altération de clauses, de déclarations ou de faits que les actes avaient pour objet de recevoir et de constater. Cet énoncé permet d'atteindre toutes les mentions mensongères d'un écrit qui ne rentrent pas dans le champ d'application des autres modes. Pour être qualifié de faux, l'altération doit porter sur un écrit protégé par la loi. Le législateur vise les documents qui s'imposent à la confiance publique, de sorte que tous peuvent avoir confiance en ce document. La notion de foi publique est fondamentale dans les infractions de faux et d'usage de faux. La Cour de cassation définit la foi publique comme la confiance que les pouvoirs et les particuliers accordent aux formes et aux signes employés dans les relations sociales pour garantir l'authenticité et la sincérité des actes et des faits qu'ils recouvrent. La première catégorie des actes protégés regroupe les écritures authentiques et publiques. Il s'agit des écritures qui sont dressées par un fonctionnaire ou un officier public dans l'exercice de ses fonctions. Il peut s'agir d'actes établis par les magistrats, les greffiers, les notaires ou encore les huissiers de justice. La deuxième catégorie regroupe les écritures de commerce et de banque,
Dans la pratique, ces actes sont les factures, les lettres de change, les traites, les virements, les chèques ou plus généralement encore les documents relatifs à la pratique des affaires. Par contre, les actes qui sont en lien avec une activité non commerciale, comme la profession d'avocat ou de médecin, ne sont pas des écritures de commerce visées par la loi. La troisième catégorie vise les écritures privées, c'est-à-dire toutes les écritures qui ne sont ni authentiques, ni publiques, ni commerciales, ni bancaires, mais qui sont de nature à produire des effets juridiques. L'exemple type étant les contrats sous seing privé conclus entre particuliers. Outre ces actes écrits, la loi accorde également sa protection aux passeports, aux documents relatifs aux armes, aux livrets, aux feuilles de route, aux certificats, aux registres d'hôtel ainsi qu'aux dépêches télégraphiques. Un autre élément constitutif de l'infraction de faux est la possibilité qu'il cause un préjudice. Cet élément ne se trouve pas dans les termes de la loi, mais il est consacré dans la jurisprudence de la Cour de cassation. L'existence d'un préjudice possible doit être appréciée au moment où le faux a été commis. Ce préjudice peut être moral ou matériel. Le préjudice moral peut consister en une atteinte à l'honorabilité de la victime. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le préjudice peut n'être que possible. Il n'est pas requis qu'il se soit réellement produit. Par contre, on considère que la possibilité d'un préjudice n'existe pas lorsque le faux est à ce point grossier que la victime peut s'en apercevoir. Dans la pratique, la constatation d'un préjudice potentiel s'apprécie au moment de l'examen de l'élément moral de l'infraction. En effet, c'est généralement en raison de l'intention frauduleuse ou du dessein de nuire de l'auteur du faux qu'un préjudice peut être causé à la victime. L'usage de faux est une infraction à part entière dont l'auteur est puni comme s'il en était l'auteur du faux lui-même, s'il agit dans la même intention. Les infractions de faux et d'usage de faux sont bien entendu étroitement liées en ce sens que si un faux est réalisé, c'est pour être utilisé par son auteur ou par un tiers, afin d'en obtenir un avantage quelconque. Toutefois, les deux infractions sont distinctes et présentent des caractéristiques propres. Cela implique que l'usage de faux en écriture est punissable même lorsqu'il n'y a pas de condamnation pour faux en écriture. L'usage en tant que tel n'est pas défini par le Code pénal. Il faut donc avoir recours au sens courant de ce terme. Concrètement, l'usage d'un faux correspond à tout procédé par lequel l'utilisateur veut tirer parti d'un écrit faux. Cet usage peut prendre la forme d'une communication de fausses factures, l'utilisation de faux papiers d'identification ou encore la production de faux documents comptables. Quoi qu'il en soit, il est important de souligner que le juge de fond appréciera souverainement l'usage du faux en écriture. Étant une infraction à part entière, l'usage de faux en écriture requiert la constatation d'un élément moral dans le chef de l'utilisateur. Cet élément moral est le même que celui qui doit animer l'auteur du faux. Il s'agit soit d'une intention frauduleuse, soit du dessein de nuire. L'intention frauduleuse est l'intention de se procurer à soi-même ou à autrui un avantage illicite, c'est-à-dire un avantage ou un profit que l'auteur n'aurait pas obtenu si la vérité de l'écrit avait été respectée. Cet avantage peut aussi bien consister en un accroissement d'un patrimoine qu'en l'évitement d'une dépense. Par ailleurs, l'avantage demeure illicite même si le faux a pour but le recouvrement d'une somme à laquelle le faussaire aurait droit. Le dessein de nuire vise quant à lui une hypothèse moins courante.
Il s'agit de la volonté de nuire à une personne, soit matériellement en portant atteinte à son patrimoine, soit moralement en portant atteinte à sa réputation ou à son honorabilité. L'exigence d'une telle intention implique que de simples erreurs ou négligences ne suffisent pas pour que les infractions de faux et usage de faux en écriture soient établies. Dans le cas de l'usage de faux, il faut encore que l'utilisateur du document falsifié ait connaissance du caractère faux de l'écrit utilisé. Les peines privatives de liberté qui s'appliquent à ces infractions varient selon la qualité de son auteur. Lorsque l'auteur est un fonctionnaire ou un officier public, la peine privative de liberté est la réclusion de 10 ans à 15 ans. Par contre, lorsque le faux est commis par un particulier ou par un fonctionnaire ou un officier public qui agit en dehors de l'exercice de ses fonctions, la peine est la réclusion de 5 à 10 ans. Cependant, dans la majorité des cas, les infractions de faux et usage de faux font l'objet d'une correctionnalisation par l'admission de circonstances atténuantes. Dans pareil cas, le fonctionnaire ou l'officier public n'encourt plus qu'une peine d'emprisonnement de 6 mois à 10 ans de prison. Quant aux autres, les peines s'élèvent à un emprisonnement de 1 mois à 5 ans. Au niveau pécuniaire, la loi prévoit une peine d'amende de 26 à 2 000 euros. Outre ces peines classiques, le juge pourra ou devra, en cas de réclusion de 10 à 15 ans, prononcer des interdictions en tant que telles. L'interdiction concerne certains droits civils et politiques et porte sur une durée de 5 à 10 ans, laissée à l'appréciation du juge. Quant à la prescription de l'action publique, la réalisation d'un faux est une infraction instantanée. Cependant, lorsque le faussaire fait usage de l'écrit falsifié, cet usage perpétue les effets du faux qui est ainsi transformé en une infraction continue. La prescription de l'action publique ne débutera pas tant que le but visé par le faux n'est pas entièrement atteint et tant que l'acte initial continue à produire l'effet utile escompté.